Marcelino, tu me permets de dire 2 ou 3 mots au public là. Toute l'équipe de l'Ancre Magnine vous remercie pour le soutien que vous nous apportez dans le nouveau projet que nous mettons en œuvre. L'Ancre Magnine va changer, il n'empêche qu'elle va changer avec un projet assez fabuleux. Donc je remercie du fond du cœur et toute mon équipe avec moi le soutien que vous nous apportez cette année. C'est vraiment pour nous un enchantement. Les maisons d'édition sont ravies, la mairie est ravie, on est vraiment très très content de pouvoir continuer cette aventure. J'ajoute que, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons, je pense que Jean-Luc en a parlé, du Brise-Lame, voilà, qui était une soirée absolument admirable, et malheureusement une soirée qui est suivie d'une matinée triste, puisque vous savez que Denise Cotteret nous a quittés, et que ce matin on lui a dit un dernier adieu. C'était une femme assez exemplaire, donc c'est un peu difficile. Alors du coup, moi j'ai perdu ma voix. J'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout. J'en sais rien. Autrement, Charles me remplacera pour les questions. Ah bon? Je t'ai pas demandé, j'ai préféré te le dire comme ça en direct. Que tu ne puisses pas résister. Parce que je connais ta force de résilience. Alors Marcelino, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Marcelino m'a autorisé à le tutoyer étant donné que nous sommes amis. C'est un honneur pour moi de te recevoir parce que tu es un formidable écrivain, en même temps tu es un homme remarquable, à tout niveau. Donc c'est pas toi qui as le privilège de venir, c'est moi qui ai le privilège de te recevoir. Alors on va commencer directement sur ton texte, 40 hommes et 12 fusils. Alors là, j'ai 15 questions à te poser en fait. La première page de ton roman m'a interpellée parce qu'elle est quand même très oxymorique, ta page. Le titre annonce la guerre et la couverture montre la paix. Et c'est très différent de tes précédents ouvrages parce que dans Give Peace a Chance et Une si jolie petite guerre, c'était quand même des images de guerre avec un embrasement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Il y a un artiste, Mine, qui est vraisemblablement qui peint. Probablement, il est sur l'image. La jeune femme est nue, en partie. La scène exprime un paradis perdu, une Arcadie retrouvée, je ne sais pas. On dirait que c'est une volonté d'exorciser le mal, une échappée dans un quotidien qui existe malgré tout, ou l'attente de lendemains heureux. Alors la première question que je voudrais te poser, ton héros, il n'est pas choisi par hasard. Est-ce que c'est ton intrusion d'artiste dans ce roman graphique pour une lecture plus optimiste peut-être de l'histoire? Alors, je t'ai fatigué avec ma question. Non, pas du tout. Il y en a deux pour moi là-dedans. Oui. Donc, déjà, pourquoi cette scène paisible? Parce que la couverture, l'illustration de couverture, c'est souvent quelque chose qu'on fait vers la fin du livre. Pas tout à fait à la fin, parce qu'on vous demande souvent de trouver une couverture, même une fausse couve, comme on dit, une fausse couverture, parce qu'un livre doit se pré-vendre un petit peu à l'avance. Donc les commerciaux de la maison d'édition ont besoin d'un visuel à présenter au libraire en avance. Et on essaye donc en cours de route de trouver une image qui convienne. Souvent on est déjà un petit peu fatigué, mais on feuillette les pages qui sont déjà réalisées, et c'est souvent parmi ces pages qu'on trouve une vignette ou une pleine page ou une vignette qui pourrait peut-être convenir. J'ai jamais des dizaines d'idées pour une couverture. Il me semble que mon éditeur souhaitait que j'introduise un tout petit peu d'érotisme dans la couverture. Alors, je ne suis pas prude, mais ça m'ennuyait beaucoup parce que dès qu'il s'agit d'Indochine, on a tendance à s'imaginer parfois que toutes les femmes vietnamiennes ou asiatiques sont des bombes d'érotisme, et que c'est un cliché. La société vietnamienne, encore plus à cette époque-là, était très prude. Elle était proche de la nôtre il y a 50 ans. Et donc c'est un cliché de s'imaginer que tout le monde, qu'on nage dans l'érotisme au Vietnam de l'époque. Mais je voulais quand même faire une
paisible parce que j'avais dessiné plein de scènes de guerre. C'est pas ce que j'aime le plus dessiner, franchement. Je le fais sérieusement parce qu'il le faut. Je pense qu'il faut prendre la guerre au sérieux quand on la dessine. Mais franchement, je ne ferai pas ça dans mes moments de loisirs. C'est pas très décoratif. Sauf pour les gens, et je comprends ça, qui adorent les trucs militaires. Mais donc, la scène que j'ai choisie, j'ai accepté d'introduire un tout petit peu d'érotisme dans la mesure où la scène devait être pour moi naturelle. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ce soit artificiel. Il se trouve que dans la haute région du nord-ouest du Vietnam, le Tonkin, autrefois, le pays Thaï, qui est une grande région située au nord-ouest du Vietnam, où se trouve une grande minorité, qui s'appelle les Thai, T-H-A-I. C'est une des minorités ethniques du Vietnam. Le Vietnam en compte une cinquantaine réparties à travers le nord et le centre. Chez les Thaïs, les femmes ont l'habitude de se baigner, avaient l'habitude, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, avaient l'habitude de se baigner le buste nu dans les torrents ou dans les rivières. Ça n'avait rien, c'était pas fait pour attirer le touriste, il n'y avait pas beaucoup de touristes. C'est un pays très difficile d'accès. Encore aujourd'hui, quand on arrive en pays thaï ou dans la haute région, c'est comme la Corse, c'est très montagneux et on s'est isolé. C'était une habitude des femmes thaï naturelle. Donc il est naturel qu'une femme thaï fasse ça. Il y a même une sorte de cérémonie. On peut même en voir des vidéos sur YouTube, par exemple. On voit des femmes thaï, elles ont les cheveux très très longs. Elles se lavent les cheveux à plusieurs, elles se mettent en rangée et elles se penchent en avant pour rincer leurs cheveux. Et quand elles se relèvent, elles jettent leurs cheveux en arrière et ça fait une gerbe de gouttes d'eau. C'est très joli. Il y a plein de photographes qui ont fait des photos de ça. Et quand les conscrits de l'armée populaire, ce qu'on appelait les Bodoi, c'est-à-dire les conscrits de l'armée populaire, à partir de 1951, je crois, peut-être même avant, c'est la conscription qui est mise en place des deux côtés. Fini le volontariat. Ils sont appelés sous les drapeaux comme on l'est ailleurs. C'est organisé. Et les jeunes Bodoi, qui étaient très jeunes, qui souvent venaient du Delta, n'avaient jamais vu ce genre de scène et ça faisait partie des bons souvenirs de la haute région, pas seulement ces scènes-là, mais aussi les scènes paisibles dans les villages isolés dans les montagnes de l'amphithéâtre de montagnes qui entourent le delta du Tonkin. Les artistes vietnamiens du Viet Minh ont beaucoup dessiné ça, l'architecture, les maisons sur pilotis, et cette vie un peu paradisiaque, un peu édénique, avait beaucoup plu aux combattants qui venaient du Delta, même si les conditions étaient austères. Donc j'ai accepté de faire cette scène parce qu'elle était plausible. Oui. Le fait qu'il dessine mon artiste, là effectivement c'est mon personnage, oui, il profite des poses et il profite des poses, des moments de repos pour faire des dessins de ce qu'il aime, les maisons, le paysage et les femmes, parce que le reste du temps, il n'est pas censé faire ça. Le combattant, on y reviendra, l'artiste combattant dans l'armée populaire n'est pas un électron libre, c'est un combattant. Il porte l'uniforme et il doit mettre son pinceau ou son appareil photo, mais c'est rare à l'époque les appareils photo, il met son pinceau au service de l'effort de guerre. Il n'est pas question pour lui de montrer des choses qui desservent l'effort de guerre. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et ça a duré pendant tous les deux conflits du Vietnam. Il n'y avait pas, dans le camp communiste, de journalistes, de reporters, photographes absolument libres, comme il y en a eu des centaines pendant la guerre du Vietnam, la suivante. Ça, on ne se rend pas compte, on trouve ça normal, nous. Mais on le voit aujourd'hui dans d'autres théâtres d'opération. Les journalistes occidentaux sont présents
là où on les accepte, mais souvent, de l'autre côté, il n'y en a pas. Et ça, il faut quand même s'en souvenir. On a eu tendance à l'oublier pendant ces conflits. On y reviendra à ça aussi. Donc, scène paisible pour changer aussi de toutes les scènes de guerre, parce que ça fait partie aussi pas de la mythologie, mais des souvenirs des anciens combattants. Les bons moments, c'était les moments passés auprès de la population, dans des lieux très beaux. Avec des enfants, des poules. Avec des enfants, des poules, des buffles, des chats partout, des chiens partout. Ceux qui sont allés au Vietnam, dans la haute région, ont vu ça. C'est très joli. Ils ont des problèmes aussi, mais ça a un côté idyllique pour nous. Alors, le texte s'ouvre sur des images de paix. Alors nous sommes à Hanoï, en 1953, mais nous sommes aussi au bord de la guerre civile. Et les uns voient la liberté en bleu, ce sont les nationalistes autour de l'ex-empereur Bao Dai, paterné par les Français, les autres en rouge autour de Ho Chi Minh, l'oncle Ho. Alors Minh dit quelque chose de très beau, je te cite, « La liberté devait être polychrome, multicolore comme une palette de peintre ». À 21 ans, Minh aime l'art, le jazz, il veut voir, tu nous dis, Paris, le Louvre, les impressionnistes, Jules Gréco et Saint-Germain-des-Prés. Il va se retrouver dans le camp des Viet Minh, obligé de mettre son art au service de la guerre, de la propagande révolutionnaire, avant de s'exiler et de rejoindre le sud du pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ton œuvre comme un roman d'apprentissage ? Apprentissage, mon but était de faire l'apprentissage en France des jeunes et aussi des anciens qui ont peut-être eu, à mon avis, une idée, une vision un peu trop romantique du communisme et du mouvement indépendantiste vietnamien. Donc, roman d'apprentissage, oui, en fait, dans ce sens-là, j'essaye de leur faire délicatement la leçon, sans qu'ils posent le livre au bout de 3 pages en disant anticommuniste primaire, parce qu'on court toujours ce risque en France quand on critique un parti qui se dit de gauche. Pour moi, ils n'ont pas grand-chose de gauche finalement. Ah ben non, apparemment. Mais ils se disent de gauche, ils sont considérés comme à gauche. Donc ici, tant que vous dénoncez, et que je l'ai fait énormément en jeunesse notamment, en littérature pour la jeunesse, tant que vous dénoncez le danger à l'extrême droite, le nazisme, le fascisme, tout le monde vous donne de grandes plaques dans le dos, vous êtes quelqu'un de bien. Mais si vous vous aventurez à critiquer un peu ce qui se fait dans des partis qui se disent de gauche, alors là, très très facilement, on vous soupçonne d'être un réactionnaire affreux et un sale fasciste, en gros. Ça se calme un peu de ce côté-là en France, mais enfin ça reste quand même très vivace. Et il suffit d'allumer la télé, on entend ça toute la journée. Le danger à droite. Oui, il existe, il faut être vigilant. Mais mon expérience à moi, avant d'être français, j'étais vietnamien. J'ai eu la nationalité française à l'âge de 18 ans, par chance, en 1975. Mon expérience est autre. Chez nous, le danger, c'était la Chine. C'était pas les États-Unis. Les États-Unis, ça comptait pour des prunes aux nazis. Même s'ils sont restés pendant 7 ou 8 ans, là, c'est rien par rapport à la présence permanente et millénaire de la Chine. Or, il se trouve qu'en 1949, la Chine est devenue communiste et ça a pesé très lourd. Donc c'est eux qui ont, on y reviendra, ont pesé très lourd en imposant une idéologie qui n'a pas prévu d'alternance, qui ne prévoit pas d'alternance et qui ne prévoit pas de pluralisme. Et ça me gêne personnellement. Donc c'est ça mon but, roman d'apprentissage, oui, c'est expliquer à ceux qui, pendant la guerre d'Indochine et pendant la guerre du Vietnam, trouvaient toutes les vertus aux communistes vietnamiens. Il y avait une sorte d'adulation, souvent. Ils avaient perdu toute raison, je trouve, et qui nous regardaient avec une sévérité équivalente, nous, les valets de l'impérialisme,
américains, alors qu'en face, c'était des anges. Je trouve qu'il serait temps de revenir à des choses plus raisonnables. Je me demande ce que tu penses de la chanson qu'a écrite Jean Ferrat sur Saigon, avant que les maîtres sont restés des valets. Je pense, chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à toi parce que je me dis, je ne dois pas être trop content d'entendre ça. Si, enfin, c'est Jean Ferrat, donc on va rien dire. Non, c'est pas ça, c'est que Ferrat, sa famille a souffert de Oui. l'occupation, il y a eu certainement des gens assassinés à l'Est dans sa famille. Je comprends très bien l'attitude de Ferrat. Le problème, c'est que l'Europe de l'Ouest, dont la France, n'a connu que, c'est bien assez comme ça, mais que la domination et l'oppression et la barbarie, comme on dit nazi, pendant 5 ans. C'était long, mais enfin, par rapport à l'Asie, c'est rien, 5 ans. Donc, par rapport à ce que les Vietnamiens ont enduré notamment, ça a duré beaucoup plus longtemps. Et ça dure encore. Ferrat, donc, Ferrat fait partie de ces gens si nombreux en France et en Occident qui avaient bon cœur, dont les familles avaient été meurtries, qui avaient beaucoup souffert et qui rêvaient de lendemain qui chantent et d'avenir, d'un plus bel avenir pour l'humanité. Donc c'est par bon cœur qu'il était spontanément attiré vers les mouvements anticolonialistes et antifascistes. Voilà les deux grandes bannières, l'antifascisme et l'anticolonialisme. Personnellement, j'y adhère à ces deux idéaux. Sauf qu'il faut voir aussi comment on s'y prend. Et puis, l'ennui avec ces deux principes, ces deux idéaux, antifascisme, anticolonialisme, c'est que l'antifascisme et l'anticolonialisme, ça attire plein de gens sympas, mais qui est-ce qui brandit ces idéaux? C'est souvent des partis qui, dans leur pays, enfin dans les pays qu'ils admirent, sont aussi fascistes, dans un sens, aussi militaristes, aussi xénophobes, aussi obtus dans leur système à eux, et aussi colonialistes, dès qu'ils en ont l'occasion. La Chine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, la Chine? Elle est en train de coloniser grâce à sa puissance économique. Ils sont partout en Afrique, donc ils sont malins, ils ont bien compris que ce n'était pas la peine d'envahir la Belgique avec des avions et des chars, mais ils se répandent, leur dynamisme fait qu'ils ouvrent de nouveaux marchés, ce qui a été une grande occupation du colonialisme. Le colonialisme, c'est beaucoup un pays dynamique, une Europe dynamique qui se répand partout parce qu'elle est en avance scientifiquement et économiquement. Et maintenant qu'on voit l'Inde, la Chine, ils vont s'y mettre aussi, ils ont commencé déjà. Donc l'anticolonialisme, l'antifascisme, c'est dangereux. Il faut faire attention où on met les pieds, parce que tout ça est très séduisant, mais ça peut être des pièges à nigo, ces deux idéaux-là. Le fascisme, par exemple. Je me rappelle ma jeunesse en France. En 72, je suis arrivé à Saint-Malo. Les gauchistes, pour eux, De Gaulle était fasciste. Donc c'est eux qui mettent les étiquettes et qui fixent qui mettent les étiquettes. Avec eux, dès qu'on est à droite, dès qu'on est au centre, dès qu'on n'est pas comme eux, on est fasciste. C'est un peu un épithète qu'ils collent avec une grande aisance. Donc pour moi, le fascisme, c'est beaucoup plus précis que ça. C'est l'époque mussolinienne, etc., ou Franco, ou d'autres manifestations. Mais enfin, De Gaulle, je ne crois pas, non, ça colle pas, ça. De Gaulle était antifasciste, que ça leur plaise ou pas. Maintenant, dans son entourage, il y avait certainement des gens très à droite, mais dans la France libre, il y avait de tout. Il n'y avait pas que des anciens cagoulards, loin de là. Donc, il y a une absence aussi de connaissances dans les mouvements anticolonialistes et les antifascistes qui est abyssal souvent. Hein. Il n'y a pas que
des gens qui ont des connaissances. Ils sont réglés comme ça maintenant par défaut. On est anticolonialiste, on est antifasciste, on est antiraciste. C'est bien, mais c'est encore mieux quand c'est fondé sur quelques connaissances. Et notamment qu'on enlève ces œillères, qu'on voit les choses qui clochent aussi à gauche ou dans des milieux qui se disent à gauche. Oh, tu as beaucoup de courage, Marcelino, parce que tu dis les choses, et voilà, tu les dis, on les entend, tu ne te contentes pas de parler. Avant, on se taisait. Oui. Avant, dans les années 70, d'abord, j'étais comme tout le monde. Hein, on ne savait pas exactement la nature réelle du maoïsme. Quand je suis arrivé en 72, plein de Français étaient maoïstes et s'imaginaient que c'était le paradis. Comme ce sont des pays dont les frontières étaient fermées et qui ne laissaient rentrer chez eux que quelques journalistes qui avaient fait auparavant un beau livre sur Cuba ou un beau livre sur Alger, évidemment, quand ils arrivaient, ils montraient des photos, quand ils étaient là-bas, ils montraient les côtés, l'énergie, le volontarisme, tout ça de la Chine, mais ils n'en montraient que ce qu'on voulait bien leur montrer aussi. Donc, on se taisait parce que on ne savait pas. En fait, c'est pas tout à fait exact ce que je dis. Les Vietnamiens ont vu ce que c'était que le communisme pendant la guerre d'Indochine. Parce que c'est ça le sujet de mon bouquin. Il y a plein de Vietnamiens qui sont allés vers le Viet Minh au début, parce que le Viet Minh au début, c'était pas écrit mouvement communiste, attention et tout. Non, le Viet Minh se présentait comme une ligue pour l'indépendance. Donc c'était un front très ouvert, une fédération de toutes les bonnes volontés. Sur les premières affiches du Viet Minh, il y a même des curés en soutane, pour vous dire. Après, on s'est rendu compte, au fur et à mesure que le temps passait, que la Chine communiste dominait là-dedans. Et que le Parti communiste vietnamien, qui avait changé de nom, qui s'appelait Parti des travailleurs, parce que ça fait moins peur que le Parti communiste, que c'était les plus dynamiques, les plus formés, les plus ardents, et ceux qui avaient le plus une Bible qu'ils pouvaient citer à tout propos, c'était les communistes. C'était ceux qui étaient le mieux équipés, entre guillemets, et qui dominaient. Mais ça, les Vietnamiens se sont rendus compte au fur et à mesure. Donc il y a eu plein de gens dans le Viet Minh qui, en 54-55, ont commencé à déchanter et à se dire, bon, ils sont pas si cool que ça, et ils avaient eu largement le temps de s'en rendre compte d'ailleurs avant. Mais le climat a changé. Ce qui était d'abord une fédération de bonne volonté, où on volait, où on accouru des tas de gens idéalistes, généreux, rêvant d'indépendance. Ils se sont rendus compte, surtout à partir de 1949, qu'en fait, le programme du début n'était plus le même. Au début, c'était toute la nation pour l'indépendance. Bon, ben, c'est un programme large, ça. Mais après, c'est devenu, à partir de 1949, du révolution. Révolution, et c'est le peuple pour la révolution et l'indépendance. Mais le peuple, ça voulait dire les travailleurs, il n'y en avait pas des masses au Vietnam à l'époque, pas beaucoup d'industrie, et les paysans, ça il y en avait beaucoup. À l'exclusion de tous les autres, dont les bourgeois que nous avons le malheur d'être, la plupart d'entre nous ici, je pense. Et ça a changé complètement le programme. Mais c'est ça qui s'est produit. Donc, au Vietnam du Sud, en 54-55, il y avait plein de gens du Nord qui étaient là, qui avaient décidé, en laissant tout derrière, y compris souvent leur famille, décidé de refaire leur vie au Sud, et qui nous disaient, vous êtes les babacools, les sudistes, là, vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous attend, là. Nous, on en vient. Les Tonkinois sont vachement plus nerveux et bosseurs que vous, et vous allez voir ce que c'est que le communisme, le vrai, pur et dur, à l'asiatique. Donc on avait plein de gens qui savaient ce que c'était
puisqu'ils étaient dans le Viet Minh. Le président Thieu, comme on disait en France, Thieu, le deuxième président de la République du Vietnam, il avait fait 6 mois dans le Viet Minh. Il y avait plein de militaires vietnamiens qui avaient combattu dans les rangs du Viet Minh pendant X mois ou années. Et donc, souvent, ils étaient partis parce qu'ils étaient déçus, désenchantés. Donc on savait, mais personne ne voulait nous entendre. Parce que tout le monde voulait rêver à ce beau rêve du socialisme, et de tout le monde il est beau, et tout le monde il est gentil, et que tout le monde va être heureux. Tout le monde en rêvait. Oui, comme au Goulag, quoi. Voilà. Comme Sartre disait, on ne peut pas... Il ne faut rien raconter, parce que sinon... Je comprends très bien votre propos, monsieur, mais c'est vrai que lorsqu'on se replonge dans l'histoire à l'époque, dans les années 50, et si on pense à la fin du 19e siècle, quelle était la situation des paysans du Vietnam au 19e siècle? Quelle était la situation de ces régions? Comme vous pouvez aussi peut-être ignorer quelle était la situation en France à la fin du 19e, début 20e. Je comprends bien ce que vous dites, monsieur. Je veux dire, moi, le fait de dire, effectivement, il y a des erreurs de tous les côtés, mais ça a été, à l'époque, je crois, une grande espérance, probablement fausse, mais une grande espérance pour un certain nombre de personnes, que de penser que dans des régions comme celle-là, il y avait un vent de liberté qui soufflait, ce qui n'était pas un vent de liberté, on le voit maintenant, et je vous vois hocher de la tête, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'était quand même une réalité à l'époque. C'est une réalité autre que celle de la fin de la guerre en Europe, à la sortie du nazisme et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je comprends très bien ce que vous me dites sur les espoirs soulevés par les mouvements ouvriers à travers le monde. Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais pas un vieux con comme maintenant, donc j'avais des espoirs de ce côté. C'est justement ça qui faisait la difficulté, qui faisait notre difficulté à nous, Vietnamiens non communistes. Je parle nécessairement anticommunistes d'ailleurs, parce que, contrairement à ce qu'on s'imagine, beaucoup de Vietnamiens non communistes, comme mon père par exemple, qui n'était pas un fasciste, il avait fait ses études à Paris, à la Sorbonne et à Sciences Po. On ne fabrique pas des fascistes dans ces deux écoles-là, jusqu'à nouvel ordre. Il rêvait d'un régime pluraliste au Vietnam. Son espoir, c'est qu'on ait quelque chose semblable au régime parlementaire anglais, par exemple, avec une gauche, un centre et une droite, y compris une gauche très à gauche, qui aspire à l'émancipation des travailleurs. Le problème, c'est que on a mélangé vouloir émanciper la classe ouvrière et les gens qui sont dans le besoin, c'est quelque chose de très noble. J'aurais pu rajouter à la bannière antifasciste et anticolonialiste, j'aurais pu ajouter le socialisme dans son sens le plus large. L'émancipation de la classe ouvrière et de la classe paysanne. Pourquoi pas? Personnellement, j'adhère à ce genre d'idée. Maintenant, tout dépend de la manière dont on s'y prend. Et votre vent de liberté, j'aurais bien aimé, mais on soupçonnait, nous, que c'était du pipeau, parce que la réforme agraire en Indochine a commencé en 1953, en décembre 1953, pendant la guerre d'Indochine. Parce que c'était le projet que le Parti communiste, sur l'insistance de Staline, a proposé au peuple pour que le peuple, les paysans, se joignent à ce qu'ils appelaient la dernière contre-offensive générale contre les colonialistes et les fantoches. C'est comme ça que ça s'appelait. Le peuple ne brûlait pas d'envie, contrairement à ce qu'on s'imagine, d'aller se faire tuer. C'est rare des paysans qui ont super envie d'aller se faire casser la gueule. Donc il fallait le motiver. Et c'est en lui proposant la réforme agraire, le partage des terres au nord, que ça pouvait les intéresser. Et donc on a mis en route la réforme agraire dès 1953 dans 4 régions du nord-est, adossées à la Chine, pas trop près des côtes,
pas trop près des côtes, parce que si ça foire, ce truc, on ne veut pas que ça se sache trop. Donc on va le faire un peu adossé à la Chine. Vous savez, il faut que vous lisiez un peu l'histoire du Vietnam, hein. C'est cynique souvent. C'est beaucoup moins idéaliste que vous et moi. Et donc la réforme agraire a été faite dans des régions reculées, adossées à la Chine et un peu isolées, parce que ça a été sanglant. On a adopté, on a mis en œuvre des méthodes qui avaient été mises au point en Chine pendant 4 ans avant, à partir de 1949, et où ça avait été extrêmement sanglant. Parce que il se trouve que ces régimes ne font pas beaucoup de publicité quand ils font des trucs. Vous parliez de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu Nuremberg pour les crimes communistes. Il n'y a eu que Nuremberg pour les crimes nazis. Il n'y a jamais eu Nuremberg pour Staline ou pour Mao ou pour les autres. Donc ça, c'est une petite différence importante. Désolé pour les trémolos que déclenchent les espoirs de liberté. Moi aussi, j'ai partagé. Sauf que, là encore, il y a une asymétrie. D'un côté, on montre toujours du doigt les crimes des nazis, et ils sont réels, et je les exècre. Mais enfin bon, est-ce qu'on pourrait avoir un peu moins bonne conscience de l'autre côté de l'hémicycle, parce que je ne vois pas de quoi ils sont fiers. Il y a eu encore plus de morts. En Chine, on pense peut-être 40 millions, on ne sait pas trop. Parce que voilà encore des pays où les statistiques, on peut en douter. À Dien Bien Phu, quand le Viet Minh père dit qu'il a perdu 8000 hommes, on ne sait pas, c'est lui qui le dit. On ne sait pas. Les chiffres sont toujours sujets à caution chez eux. Ils disent que ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que je n'ignore pas le sort de la classe ouvrière. Ici, le prof de philo à la Balu, quand j'ai passé mon bac, le sujet, c'était le manifeste du Parti communiste de Marx, que j'ai lu en terminale ici. Il s'est chargé de notre éducation. Mon éducation, elle a été entreprise il y a bien longtemps. C'est pour ça que maintenant, je vous dis, oui, oui, bien sûr, la lutte ouvrière, c'était quelque chose de noble, mais elle a été vraiment trahie bien souvent. Et que les gens qui font ça en brandissant des idéaux que je trouve nobles, la liberté, l'indépendance, la justice sociale, le partage, je les trouve encore plus, comment dire, dangereux que ceux qui avancent derrière redressement national, ok, bon, ça va, à la limite. Mais antisémitisme, zigouillons, tous les machins, les jaunes, les rouges, les verts, tous ceux qui ne nous plaisent pas. Ça, au moins, c'est clair. Hein. Quand on y va, c'est qu'on est un peu méchant quelque part. Mais pour moi, les autres sont plus, il faut encore plus se méfier parce que on nous présente des vents de liberté, des machins comme ça. Chez nous, allez interroger des Vietnamiens sur le vent de liberté qui a soufflé sur le Vietnam en 1975 et pendant les 10 ans qui ont suivi. On en parlera. Bien, donc on va continuer, parce que je rappelle que je suis chargée de l'interview et que si vous pouvez intervenir à la fin, s'il y a des questions, et surtout si j'ai le temps de finir cette interview, et à mon avis c'est assez mal parti pour ça. Donc voilà, si tu veux bien répondre à mes questions, merci. Oui, mais j'aime bien aussi quand il y a des réactions. Oui, mais là si tu veux... Ça ne me gêne pas de répondre. Moi ça me gêne de ne pas pouvoir continuer mon propos. Voilà. Donc, je reviens à la composition de ce livre-là. Dans son périple, aux côtés des Viet Minh, puisqu'il va aller donc aux côtés des Viet Minh, il devait aller s'occuper de la ferme de ses parents, il a été arrêté. Bon. Dans son périple, le héros découvre ce que c'est que l'embrigadement, à la fois militaire et politique. Alors, il va toujours être en décalage. Et là, c'est très drôle parce que depuis que je t'écoute, je me dis que ces apartés, c'est vraiment les tiennes, quoi. Il sera toujours en décalage, surveillé par ses camarades paysans, parce que malgré ses efforts d'intégration, tout en lui détonne. Comme l'indiquent ces apartés justement permanentes, une espèce de résistance muette à l'embrigadement. Alors, il est sensible à la beauté, celle des femmes, celle des paysages que tu représentes en couleurs, comme si ces couleurs c'était les vestiges d'un temps disparu.
Alors je voudrais te demander ces planches que tu intercales dans le récit de la guerre, ces arrêts sur image qui créent des magnifiques échappées dans ta trame narrative, ça donne à cette œuvre une profondeur qui n'existerait pas sans elle. Et je voudrais que tu nous expliques quel sens tu donnes à cette alternance dans l'esthétisme de ton roman. Parce que là, vraiment, on a quelque chose de profondément esthétique. Je vais te décevoir, Charlotte, parce Bah écoute, c'est pas grave. L'esthétique, merci. Il y a des raisons très terre à terre. C'est un boulot énorme, 300 pages de BD, comme ça. J'ai mis 380, oui, 300 pages. 300, je sais plus combien. 288. Voilà. J'ai mis 3 ans pour faire ce boulot. J'ai tout fait à Saint-Malo. Oui. Sur une tablette, un iPad Pro, enfin je fais pas de pub, mais je sais pas comment ça s'appelle. J'ai appris à m'en servir, mais je suis pas un as de ces outils. Et avec un logiciel de dessin. Donc il n'y a pas d'originaux. Je n'ai pas travaillé sur papier pour ce boulot. Et c'est un boulot énorme. Donc le but est d'arriver vivant au bout. Et j'applique un raisonnement qu'on employait dans la vieille marine. On disait toujours au gabier, par exemple, celui qui monte dans la mâture, donc qui risque sa vie quotidiennement, une main pour le bateau et une main pour toi. Donc on essaye de faire quelque chose de beau, on se donne beaucoup de mal, mais mettre tout en couleur, il y a de quoi en crever, quoi, parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Là, le numérique, il y a des gens qui disent qu'on gagne du temps, j'ai pas remarqué. Mais si on gagne du temps peut-être pour certaines choses, mais le temps qu'on a économisé pour certains gestes, on l'emploie à travailler dans le cas les détails des boutons de guêtre, des trucs comme ça, parce qu'on peut agrandir. Et la tentation est de soigner peut-être trop. Donc on passe beaucoup de temps. Et pour survivre, je n'ai mis que les doubles pages et les pleines pages en couleur. Alors j'ai essayé d'en mettre comme ça de temps en temps pour que le lecteur en prenne plein les mirettes de temps en temps, comme au cinéma, quoi, une double page cinémascope. Mais voilà à quoi ça tient des considérations aussi très terre à terre de survie. Parce que je pense aussi que le lecteur adulte peut très bien suivre une histoire quand c'est on appelle ça de la bichromie, quand il y a noir et blanc écrit et une couleur d'apprendre, on appelle ça de la bichro, je ne sais pas pourquoi. Le blanc étant blanc, noir, il y a 3 couleurs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça de la bichro. Mais on est capable de lire l'histoire en bichro, et de temps en temps, je sais pas, je trouve que ça donne quand même une vraie profondeur. Tu m'ouvres sur un paysage. Moi, je crois que c'est quand même assez important. Mais bon. Il faut de temps en temps pour qu'on respire. C'est ça, c'est ça. C'est sûr. Et puis le sujet, on est dans la haute région, la beauté du paysage, le romantisme qui est attisé par le spectacle de tel paysage a servi aussi à l'embrigadement. Et à propos, quand vous regardez les films, et il y en a plein sur les réseaux, les films chinois ou soviétiques sur la guerre de Corée ou la Révolution, ils sont souvent très beaux parce qu'ils mettaient le paquet quand ils faisaient des films contribuant à leur cause. Ils y mettaient les moyens, ils prenaient de bons réalisateurs. Et les images les films montrent toujours la grande nature, les fleuves, les océans et les montagnes sont avec Mao, on comprend, même eux. Et cette bonne guerre, parce que le romantisme fait partie des révolutions. Les jeunes sont romantiques, ils aiment l'aventure, les jeunes méprisent le bourgeois, et donc ils veulent l'aventure. J'ai été comme ça aussi, et les mouvements politiques en tirent parti. Vous allez rire, j'ai étudié la notion d'embrigadement dans le livre de Gilles Perrault, paru en 1962, je crois, sur les parachutistes. C'est dans un livre sur les paras, écrit par Gilles Perrault, qui par la suite était plutôt un écrivain un peu dénonçant justement la dictature au Maroc, enfin
plutôt un gars de gauche, dénonçant les régimes autoritaires. Il a fait son service dans les paras pendant la guerre d'Algérie. Et il décrit, et j'ai trouvé son livre très intéressant, c'était pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un truc, un anémie-livre, comme j'en ai lu beaucoup, faisant l'éloge des troupes d'élite. Lui, c'est pas ça son problème. Ce qu'il essaie d'expliquer, c'est, on s'attient en 2 mots, on ne naît pas para, en paraphrasant Simone de Beauvoir, on devient parachutiste. Il veut dire par là que l'entraînement militaire, qui est le même dans tous les pays du monde, c'est toujours très intensif. On vous empêche de dormir, on vous donne 3 fois rien à bouffer. C'est partout pareil. Que les gauchistes n'aillent pas s'imaginer que les militaires chinois sont des babacools. Je crois qu'ils se trompent complètement, parce que l'entraînement est encore plus dur. Et le militarisme est encore plus présent dans les pays dits socialistes, voire la Russie, enfin l'ancienne Union soviétique, la Chine aujourd'hui. Regardez les vidéos chinoises sur leur armée, s'ils ne sont pas un peu militaristes. Ils marchent au pas de loi, hein, c'est très caractéristique ça. C'est ça le vent de liberté, là, le pas de loi. Tous ces régimes marchent au pas de loi. Si vous voulez distinguer une démocratie d'un régime un peu militariste, regardez le pas de la troupe. Donc, je voulais dire que c'est dans le bouquin sur les paras. L'entraînement est toujours pareil, et les paras font, les troupes d'élite font appel au romantisme, à l'esprit de clan, à des codes comme ça qui sont entre nous. Donc, ils ont usé de tout ça à grande échelle aussi, les communistes vietnamiens et ailleurs. Ils ont tiré toutes ces ficelles. Et donc, j'ai fait des grandes scènes. Il y a une scène où on voit, ils sont encore à l'entraînement, il y a les grandes montagnes de Chine, et ils sont tous en train de discuter, c'est l'endoctrinement, enfin, le cours politique. Entre nous, en anglais, quand on parle des classes d'instruction dans l'armée américaine, ça s'appelle indoctrination, les amis. Et ça n'a rien à voir avec la politique, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Mais oui, quand il y a eu des films comme ça de Kubrick, Full Metal Jacket, où il montre ce que c'est qu'on vous transforme. Et c'est fait dans toutes les armées. Alors, je voudrais te demander ce que tu penses de ça. Ce qui est frappant chez Mine, c'est qu'au milieu de l'embrigadement le plus austère, il reste sur son compte à soi, fidèle à lui-même, à ses origines, à son art, qui semble d'ailleurs lui offrir un exutoire pour la survie. Et il se crée quand même une sorte de fraternité d'intérêt pour cet engagé qui est pas comme les autres, qui dessine des femmes nues, en décalage avec les femmes héroïques qui prennent des armes au nom de la Révolution. Et il résiste pardon, à ce que tu appelles la rectification, ça c'est magnifique, la rectification idéologique. Et on croirait bien entendre le lavage de cerveau des Russes, là, engagés dans la guerre avec l'Ukraine, quand son instructeur évoque l'Occident dégénéré. Et je voudrais te demander si cet embrigadement d'une extrême rigueur, c'est pas le retour du boomerang de la colonisation, qui au fond, sous une forme plus masquée, s'attendrait à assimiler le colonisé. Est-ce que c'est une réponse à ça, cet embrigadement? Parce qu'il parle tout le temps des colonisateurs, les colonisateurs, colonisateurs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est... On était... Je dirais que c'était de bonne guerre à l'époque de dénoncer le colonialisme, parce que on peut... comment dire, le colonialisme a quand même été une domination. Et les Français ont été dominés par les Romains il y a très longtemps. Et ils en ont tiré des bienfaits, mais ils ont été dominés. Donc, ils se sont affranchis de ça, mais le colonialisme romain a laissé des traces indélébiles et souvent positives. Donc, il y a eu la même chose au Vietnam. L'ennemi était le colonisateur, le colonialiste, tout ça. Bon, endoctrinement, rectification idéologique. Ça venait de la Chine.
c'est un terme un peu violent, et c'était le nom qu'on donnait aux campagnes qui devaient être menées jusqu'au plus bas niveau, jusqu'au niveau de la section, enfin dans l'armée ou dans le peuple, pour ramener les gens sur le droit chemin. Rectification idéologique, ça fait peut-être un peu peur là, mais c'est la même chose à droite, hein, dans le camp, dans tous les mouvements militarisés, qu'ils soient de droite ou de gauche, il y a le même endoctrinement, il y a le même, ça s'appelle pas rectification idéologique, mais enfin, vous n'avez pas intérêt à vous écarter du droit chemin. Il n'y a pas beaucoup de liberté. Ce ne sont pas des espaces où il y a de la liberté. Et là, bon, dans un climat de décolonisation, oui, bon, on jetait la pierre à l'ancien colonisateur. C'était une cible facile. Et puis, c'était de bonne guerre. Il y avait des... J'en ai souvent parlé avec mon père de ça. Mon père était un homme, très... il aimait l'étude avant tout. C'était pas un révolutionnaire, personne n'est parfait. C'était un homme qui aimait l'étude, le travail, l'étude. Et il est parti en France en 1948 avec des cousins pour faire des études à Paris. Et sa famille, il était boursier, son père était instituteur, et donc il était patriote. Le mot n'avait pas été annexé par le Parti communiste français. On pouvait être patriote sans être au Parti communiste. Je choisis volontairement le mot patriote parce que nationaliste fait tout de suite penser à des drapeaux bleus, et les Vietnamiens étaient patriotes. Et les élites, le peuple, je ne sais pas, parce qu'on ne l'a pas interrogé. En général, on parle toujours au nom du peuple, mais est-ce qu'on a fait un suffrage pour demander aux Vietnamiens s'ils voulaient l'indépendance? Jamais. Donc je dirais que les élites vietnamiennes rêvaient d'indépendance. Et rêvaient en tout cas d'être associées de plus près à la gestion de leur pays. Et beaucoup de jeunes Vietnamiens, malheureusement on n'envoyait pas les jeunes filles à l'époque faire des études, qui avaient fait des études en France, dans des grandes écoles par exemple, et étaient très déçus quand ils revenaient au Vietnam, parce qu'on ne reconnaissait pas leur diplôme, on leur proposait rien, même s'ils avaient fait l'école des ponts des ponts et chaussées et les mines. Quand ils revenaient, on leur proposait un job de licencié en je ne sais pas quoi. Il y avait ce grief-là. Donc oui, il y avait un désir d'indépendance, mais anti-colon, il y a eu des degrés divers, quoi, mais il y a eu plein d'expériences positives avec les Français. Mon père, par exemple, adorait ses maîtres, les bons professeurs qu'il a eus. C'est surtout eux qu'il a côtoyés. J'ai jamais tellement entendu parler d'autres Français. Pour lui, c'était ses maîtres. Il disait que oui, on rêvait d'indépendance, mais il n'a jamais voulu choisir la voie violente. Et puis il y avait toujours dans les familles, l'un des garçons devait devenir médecin ou fonctionnaire pour préparer l'avenir. Tout le monde n'allait pas dans le maquis. D'abord, ça demandait un certain courage, un certain profil pour prendre le maquis. Tout le monde n'était pas orienté dans ce sens. Et puis on prévoyait toujours aussi l'avenir. Il fallait bâtir le pays après l'indépendance, donc faire des médecins, des ingénieurs. Je m'éloigne de ta question. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, il y a eu des élans de fraternité entre Mine et tous ces gens qu'il a fréquentés, ces enrôlés. Alors, il détonne, on l'a dit tout à l'heure, il semble manquer de foi révolutionnaire. Alors, on va donc utiliser son talent d'artiste à des fins de propagande et lui faire rejoindre la section
de protection de l'UPA, unité de propagande armée, 40 hommes et 12 fusils, l'explication du titre, une quarantaine d'artistes mettant leur talent au service de la Révolution. Alors il y a 2 hommes qui vont l'accompagner, très beaux personnages secondaires, Oung Trao et Oung Ho. Alors ce sont des gens simples, ils sont endoctrinés, ils vouent une admiration fanatique à Bak Ho, mais quand même il est très, comme on les lui présente, ils sont pourtant assez lucides sur la situation. Et ils font aussi des apartés. Ils sont joyeux même. Ils veulent bien apprendre. Ils veulent bien apprendre à lire. Et je me suis demandé si l'art permet de résister en exprimant une autre voix. Est-ce que le fond de commerce de toutes les dictatures, c'est pas justement l'ignorance et la superstition? Alors, l'un des premiers chantiers des communistes vietnamiens, c'était l'alphabétisation. Voilà. Donc on ne peut pas, c'est pas du tout négligeable. Non. Vraiment, c'est très important. Alphabétisation des masses populaires. Alors c'était peut-être pas pour lire Marcel Proust, c'était peut-être plutôt pour lire les slogans. Mais quand même, alphabétisation quand même. Ça c'est indéniable. C'est même un leitmotiv. Donc les gens instruits étaient embauchés pour apprendre à lire au peuple, et ils le faisaient volontiers d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose d'émotif là-dedans, pas de généreux. Il n'y a pas que porter les armes dans la Révolution, heureusement. Il y a ça aussi, apprendre aux gens à lire, à la vieille dame là, qui n'a jamais su lire, ou votre mère, ou votre grand-mère. Ça, c'est bien. Et ça existait, c'était vraiment important. À propos de la camaraderie, Minh, comme tu dis, est différent, mais enfin, il arrive quand même à copiner avec largement, parce qu'ils sont sympas, les Vietnamiens, qu'on rencontre partout dans la rue, comme les Français sont sympas. Et on lit facilement, on se lit facilement, et il y a eu ça, la camaraderie dans l'armée populaire, elle est comme dans toutes les armées, sinon on ne tiendrait pas, on deviendrait fou. Mais c'est grâce aux camarades qu'on tient le coup. Et ça, c'est indéniable, il n'y a même pas besoin d'en parler. Enfin, je voulais le montrer parce que, est-ce que les deux gardes du corps, là, ce sont un peu comme des gardes du corps de Minh, sont fanatiques de l'oncle Ho? Pas trop, hein. J'en sais rien. Oui, ils sont pas trop fanatiques. Ils sont, vous savez, encore aujourd'hui au Vietnam, l'oncle Ho reste une figure vénérée parce qu'il en faut. C'est un peu comme une comparaison osée, c'est un peu comme la reine Elisabeth ou le roi d'Angleterre. C'est une figure tutélaire qu'on n'a plus en France, parce qu'on n'a plus ça. Mais au Vietnam, l'oncle Ho, encore aujourd'hui, joue ce rôle, c'est-à-dire que continue à être une figure avonculaire, paternelle, sur lequel on dit beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, on considère qu'il est à peu près propre, quoi. À peu près pur, donc on peut y croire. Et à cette époque-là, en tout cas, on y croyait. Et il n'y avait même pas besoin de fanatisme, je me dirais. Le casting était parfait. Ça a été une force immense des communistes vietnamiens. C'est qu'ils ont eu l'oncle Ho, qui était âgé, pas trop quand même, barbichu, comme les lettrés. Il venait de la classe des lettrés, comme tous les cadres du Parti communiste vietnamien du début, c'était des gens issus de la classe des lettrés. Je dirais même la caste des lettrés. En Asie, Chine, Vietnam, sino-vietnamienne, les lettrés constituaient une élite comparable presque à une aristocratie. Il y a des livres anglais qui parlent de la learned scholarly gentry, la gentry éduquée. Là-bas, ça comptait. Il n'y a pas comme en France la noblesse d'épée, la noblesse de robe, la bourgeoisie, le paysan et le commerçant. Là-bas, non. C'était les mandarins, qui sont des hauts fonctionnaires, recrutés par concours. C'est pas parce qu'ils s'appellent de machin ou de trucs, c'est parce qu'ils sont recrutés par concours, plus ou moins juste, mais bon. Ensuite, donc le lettré est au sommet, enfin l'administrateur instruit est placé au sommet de l'échelle.
Et ensuite, il y a la masse des paysans et des commerçants. Les militaires ne sont pas particulièrement considérés. C'est pas le summum d'être officier dans la vieille culture. Mais le lettré, lui, oui. Et donc tous les dirigeants comme Gia, comme Pham Van Dong, comme Ho Chi Minh et d'autres, c'était des gens issus de la classe des lettrés. Celui qui n'était pas issu de la classe des lettrés, c'était le Staline vietnamien, c'était Les Duan. Et l'autre, c'était Truong Chin, même nom que moi, mais on n'est pas de la même famille. Truong Chin, c'est un nom de guerre, ça veut dire longue marche, parce qu'il prétendait avoir participé à la longue marche avec Mao. Les biographies des dirigeants communistes vietnamiens sont toujours sujettes à caution, parce qu'ils ne reculent pas parfois devant l'ajout de certaines petites actions d'éclat. On n'est jamais... De toute façon, ce sont des gens qui ont vécu longtemps dans la clandestinité. Il y a des pans entiers de leur vie dont on ne sait rien, y compris Ho Chi Minh. Il y a des dizaines d'années par-ci par-là, on se demande ce qu'il fichait. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été formé à Moscou, c'était un agent formé, et bien formé à Moscou. Mais le casting était parfait, parce que Barbichu, donc identifiable comme homme de la classe des lettrés, faisait pas militaire, pas bardé de médailles. Ça, dans l'armée populaire, il n'y a pas cette coquetterie militaire. Il n'y a pas de médailles. C'est pas l'armée mexicaine, avec des beaux galons dorés et tout. Surtout pas. Ça participait même à la séduction en Occident. On se dit, ah, eux, ils sont l'armée du peuple, quoi. Ils ne sont pas comme les autres. Et même, il écrivait des poèmes. Ah, ça, c'est formidable, ça. Un chef d'État qui écrit des poèmes, Mao écrivait des poèmes, ça ne l'a pas empêché de zigouiller 40 millions de personnes. Mais ça fait toujours mieux un mec qui écrit des poèmes. Et même si ce n'est pas lui qui les écrit, parce qu'ils savent qu'on peut demander à un intellectuel dans le parti d'écrire quelques poèmes, on dira que c'est l'oncle Ho, ça fait bien à l'étranger, un dirigeant, ça fait homme de lettres, ça fait type raffiné, éduqué. Ça fait pas... Hitler a écrit Mein Kampf, il n'a pas écrit des poèmes. Mussolini, je ne pense pas qu'il ait écrit des bluettes. Donc ça fait partie, tout ça, de la mise en scène. Il y a beaucoup de mise en scène. Alors on perçoit aussi la détresse des travailleuses volontaires. Quand je dis volontaires, voilà. Qui s'engagent quelquefois pour échapper à leur milieu et qui vont vraiment tomber de Carib dans le Silla. Et on voit en même temps, ça tu le montres très bien, la corruption des chefs, qui par exemple ne portent rien, et se révèlent de vrais tortionnaires à la tête de leur brigade de porteuses. Et c'est tout à fait étrange parce qu'il y a un double discours. Minh est accusé de salir les femmes en faisant des portraits de nus, alors qu'il exprime leur beauté. Mais les chefs Viet Minh qui les torturent par la faim et l'épuisement, ils sont censés être vertueux, au nom de valeurs qui font l'humanité. Eh bien, j'ai trouvé, et je te demande si ça ne donnerait pas à ce slogan maoïste « L'armée est dans le peuple comme un poisson dans l'eau », est-ce que ce ne serait pas éminemment ironique, quand même, cette histoire? Alors, je trouve que tu y vas un peu fort. Ah bon? Tu noircis mon propos, parce que... ou alors, c'est pas ce que je voulais... Je pensais pas avoir forcé le trait à ce point. Ouais, peut-être que tu l'as forcé quand même. Dans le bouquin, il y a des travailleuses, il y avait des cohortes de ce qu'on appelait les travailleurs volontaires. Ouais. Bon, là, on est dans le problème de où est le libre arbitre dans un régime très autoritaire, voire totalitaire. Quel est le libre arbitre des Allemands pendant sous le régime nazi? Tout le monde doit aller dans les jeunesses hitlériennes, tout le monde doit aller dans les jeunes femmes BDM, Bund Deutscher Mädchen. Il y a des organisations pour toute classe, toute étape de la vie, tout est embrigadé. Donc, la notion de libre arbitre, elle est très difficile à identifier. Enfin, c'est difficile de savoir qui est volontaire, qui ne l'est pas, parce que
On n'a pas le choix. On ne vous demande pas, est-ce que tu veux aller aider les combattants non. Le climat est tel que tu es vivement encouragé à te porter volontaire. Parce que si tu montres un peu trop d'hésitation, on va dire, tu serais pas un peu réac, toi? T'es un peu tiède comme mec, je trouve, non? Donc on est encouragé à montrer de l'enthousiasme en toute chose, ce qui limite quand même un peu la liberté. Et ça, c'est la même chose à l'extrême droite. Pas d'illusion, mais levons un peu l'illusion sur tous n'étaient pas des esclaves. Il y avait beaucoup de volontariat aussi. En aparté, ils disent toujours qu'elles sont épuisées, qu'elles n'en peuvent plus, que c'est lourd. Ben oui. C'est pas moi qui les ai inventées. Hein. Non mais va marcher pendant 3 mois dans la montagne pieds nus, on en reparlera. Bien sûr, elles ont mal, elles sont épuisées et tout. Tout le monde était épuisé. Ouais. Le maquis, c'était très dur. Il y avait plein de gens qui sont partis dans le maquis Viet Minh et ceux qui ont pu, beaucoup sont rentrés parce que c'était très difficile de passer d'une zone à l'autre. Quand vous partiez dans le maquis, si vous n'étiez pas identifiable, le Viet Minh vous prenait pour un espion. Et quand vous reveniez dans la zone nationaliste et française, on vous prenait pour un espion. J'ai rencontré après les 2 premiers bouquins, un Vietnamien de la génération de mon père. Ils avaient été à l'école ensemble, chez les pères des missions étrangères. En 1945, je fais une parenthèse parce que c'est un cas intéressant. En 1945, ce gars a 16 ans. C'est la bagaille au Vietnam. Les Japonais ont enfermé l'armée française. Ils ont créé un vide terrible. Les nationalistes vietnamiens de tous bords sortent au grand jour avec des vieilles machettes, des vieux mousquetons, des hachoirs pour la cuisine, et ça s'empoigne d'abord entre Vietnamiens, nationalistes et communistes. On oublie ça, mais avant d'étriper des Français, ils se sont copieusement étripés entre eux dès le début. Et il veut rejoindre sa famille, mon gars de 16 ans, là, et il arrive donc il marche à pied, il arrive dans son patelin, et sa famille est partie au Laos, réfugiée. Mais il y a 2 miliciens qui disent « Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es un espion, non ?»« Non, je ne suis pas un espion. » Ok, il arrive à les comprendre. On l'envoie dans une bicoque où il va fabriquer des armes artisanales, comme chez les soviétiques, comme partout. Pendant 1 an, il dit « J'ai travaillé à faire des armes artisanales, car personne n'est payé, bien sûr, et il n'aimait pas le contremaître. Donc il a fini par réussir à retourner dans la zone sous contrôle des Français et des nationalistes vietnamiens. Mais là, il est tombé sur des soldats de l'armée, des supplétifs vietnamiens combattant aux côtés des Français, qui l'ont emmené à un poste où il a été jeté dans une tour où il y avait de la flotte jusqu'aux cuisses, avec d'autres prisonniers, passé à la GGN tous les jours pendant 1 semaine par le sergent français. J'accable personne, hein, ça se fait partout ça, les amis, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et t'es Viet Minh, non? T'es Viet Minh? Non, je ne suis pas Viet Minh. Il a tellement insisté sur le fait qu'il n'était pas Viet Minh qu'on l'a envoyé dans la prison de Hanoï. Il y avait 5000 prisonniers Viet Minh. C'est Willy Rizzo qui a fait une photo de ce camp. Willy Rizzo, c'est un photographe qui a fait des stars après, et c'est lui qui a servi de modèle pour Walter Risotto dans les bijoux de la Castafiore. Anyway, le jeune de 16 ans est remarqué par un capitaine de l'armée française qu'il trouve sympa. Tu sais conduire? Oui, je sais conduire. Il a dû apprendre à conduire tout seul. Il conduit la Jeep du capitaine qui finit par lui dire « Est-ce que tu veux être mon fils? J'ai perdu le mien. » Et il a fini par se retrouver en France à faire des études grâce à un prêtre de Hue, à Missions étrangères qu'il a rencontré à Hanoï. Vous voyez le parcours un peu, c'est Candide, quoi. Un jour, il est dans le lit d'une baronne et le lendemain, dans l'égout. Un jour, il est dans la prison avec les Viettes, le lendemain, c'est avec les Français. Donc, il n'y a pas les bons et les méchants dans ces histoires. Il n'y a que des coups qui tombent de tous les côtés. Et on parle de quoi, déjà?
On parlait de cette phrase, cette armée qui est dans le peuple. Ah, donc, les femmes sont crevées, oui. Ça, je l'ai lu dans un bouquin écrit par un artiste vietnamien, publié chez Armand Collin. Ça s'appelle J'étais artiste à Dien Bien Phu, je ne sais plus. C'est chez Armand Collin. Il parle avec une jeune fille qui dit « Je ne pensais pas que ça serait si dur, le maquis. J'ai quitté mon village, parce que dans mon village, tout le monde surveille tout ce que tu fais. Il n'y a pas de liberté. » Beaucoup de jeunes révolutionnaires du Viet Minh se sont joints au maquis par désir de liberté. Parce que la société vietnamienne était tout sauf cool. Le poids de la famille, des parents, l'autorité parentale était totale. Les oncles, les tantes, tout le monde, tous les anciens vous disent ce qu'il faut faire toute la journée. Donc, plein de jeunes sont allés vers le Viet Minh parce que c'était cool là-bas. Personne, au moins apparemment, c'était la liberté. Ça a été très fréquent, ça. Beaucoup de gens, par rejet de l'autoritarisme, de l'éducation vietnamienne, étaient très rigoristes. Et ces jeunes filles se rendent compte que c'est dur. Elles ont été volontaires, mais elles se rendent compte que c'est crevant et que c'est épuisant et que c'est dangereux et qu'il y a des bombes qui tombent du ciel et que c'est pas facile. Alors, très souvent dans ce roman, tu donnes la parole aux instructeurs qui donnent des ordres, qui félicitent, qui font la leçon de propagande. Et on note l'écoute fervente des interlocuteurs, à part Mine, qui en aparté fait toujours ses commentaires. D'ailleurs, tu matérialises cette propagande par une graphie particulière, des majuscules pour souligner les mots essentiels, tu travailles la posture, la taille des visages, et on se rend compte que discours et images, ce sont des armes très efficaces de l'embrigadement. En face, on a peur, et notamment peur de l'autre qui peut être un espion. On est toujours dans ce cas de figure. Et on répond toujours par un discours en miroir qui répercute mécaniquement les mots qu'on a entendus. Martyr, sacrifice, déterminé, héroïque, peuple, effort de guerre. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans tout ce texte un véritable dévoiement du langage qui est réduit à la répétition creuse de mots qui n'impliquent aucune pensée, encore moins aucune critique? Est-ce qu'on n'est pas dans un dévoiement du langage? Le langage, encore aujourd'hui, hein, sur tous les monuments au Vietnam ou dans les musées, sur les cartels des musées, partout, on emploie le mot martyr plutôt que, je sais pas, mort pour la patrie. Ils ont ce mot-là, bien sûr, aussi, mais le mot martyr a une connotation un peu religieuse pour nous, et c'est pas pour rien qu'ils l'ont choisi. Le mot, qu'est-ce que c'était déjà? Pardon. Martyr, sacrifice, déterminé, voilà. Héroïque, peuple. Alors, héroïque. Effort de guerre. Effort de guerre. Héroïque, ça revient tout le temps. Qui revient tout le temps, oui. Ça fait partie de l'arsenal du lexique des mouvements révolutionnaires. Vous trouvez ça aussi chez les nazis, à tout bout de bras, il y a des héros et on vous invite à, peut-être pas à devenir martyr là-bas chez eux, mais à vous sacrifier pour la patrie, à devenir un héros, un held. Partout il y a ça dans les mouvements révolutionnaires. Et donc, dévoiement, effort de guerre, tout est fait, l'effort de guerre est fait pour reporter à plus tard tout assouplissement, les libertés sont censées être limitées ou supprimées carrément au nom de l'effort de guerre ou de l'état d'urgence, on a connu ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des tas de régimes, dont le régime vietnamien, qui n'ont pas rétabli les libertés une fois la victoire acquise en 1954. Et ça a été justement une des causes du désenchantement de bien des combattants et même des révolutionnaires, le fait qu'en 1954-1955, une fois la victoire acquise, on ne rétablisse pas la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté des rassemblements. Même dans ses livres, dans ses tableaux, dans ses écrits, on était encore sous la tutelle
du parti. C'est ça qui a provoqué le désenchantement aussi. J'en parle dans une sorte de postface dans le bouquin, que peut-être personne ne lit, mais c'est ça qui a provoqué aussi une crise grave en 1956, dont on a très peu parlé. Qui est-ce qu'on a parlé en France? C'est Georges Boudarel. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de l'affaire Boudarel dans les années 90. Ça serait un peu long, mais moi j'ai connu Boudarel. Quand je me suis documenté pour ce travail, j'ai commencé dans les années 90 sérieusement. Je rencontrais tout le monde, je ne me limitais pas à un seul camp. Et quand vous étudiez les conflits d'Indochine, tôt ou tard, vous rencontrez les communistes ou l'extrême droite, ou disons la droite. Les anciens combattants sont rarement des gauchistes, et les communistes et trotskistes, c'est ceux qui s'intéressaient le plus au Vietnam. Tôt ou tard, vous les croisez sur votre chemin. Et j'ai connu Boudarel. Boudarel a écrit un petit bouquin très intéressant qui s'appelle « 100 fleurs dans la nuit du Vietnam », qui est passé un peu inaperçu, qui raconte une crise politique grave qui a eu lieu au Vietnam en 1956 au nord, puisque le Vietnam était divisé. C'était un sursaut des intellectuels et des artistes vietnamiens qui s'exprimaient dans des revues, 2 ou 3 revues, où ils avaient osé dire que, en gros, on a perdu beaucoup de copains et de copines à la guerre, là. On a obtenu la victoire. Maintenant, on aimerait bien, 2 ans après, pouvoir retourner à nos chevalets et à nos poèmes et à nos bouquins sans être obligé de faire toujours des martyrs, des héros, je sais pas quoi, sans toujours ce ton de propagande. Voilà, c'est ça. Et d'urgence, d'état de guerre, d'effort de guerre. Fichez-nous la paix à la fin. La réponse du parti a été immédiate, elle était claire. Ils ont tous été mis en prison, il y a eu quelques disparitions un peu louches, et puis ils ont tous été interdits d'exposition et d'écriture, pas pendant 3-4 ans, pendant 30 ans. C'est ça, monsieur, la liberté dans les pays communistes. Comment? Désolé, c'est pas ça que j'ai fait. Oui, je sais, mais... Vous caricaturez, excusez-moi, mais je fais absolument rien. Ah non, on va pas recommencer là. Moi, j'ai d'autres questions à poser aussi. Ok, on en reparlera après. Voilà, on se trouvera dans un bistrot. Voilà. Parce que ce soir, on n'aura pas le temps. Hein. Donc, puis-je te poser la question suivante? Oui, vas-y. Donc, Mine se présente au bureau de la propagande section Beaux-Arts, où sévit, j'emploie le terme sévir parce que c'est quand même un peu ça, le camarade Fulong. Et il découvre que Fulong, c'est un Français qui est rallié à la cause Viet Minh. Et on assiste au lavage de cerveau le plus impressionnant, c'est page 175, et la messe est dite, « Tu n'es pas là pour informer le peuple, mais pour le former. » Et lorsqu'on sait que l'homme qui dit tout ça, il aime être entouré de jeunes filles, se faire servir, fumer des cigarettes, on comprend la perversité de l'endoctrinement, qui marche dans les pas de la tradition ancestrale pour imposer, à travers l'art, une vérité, une contre-vérité, on peut dire, acceptable par le peuple. Mais ce qui m'a frappé, ce que j'aimerais que tu éclaires pour moi, c'est ce travail de falsification. Est-ce qu'il ne met pas en jeu une autre réalité insidieuse, qui est la peur? La peur qui oblige, pour survivre, à se montrer docile, parce que dans ce texte, tout peut basculer à chaque instant. Et à chaque instant, quand Mine, tu le fais appeler, vous êtes devant des camarades ici ou là, il se demande toujours ce qu'il a fait. Est-ce que la peur, elle n'est pas au centre de tout aussi? Cette docilité et tout ça. Ceux qui ont vécu dans des systèmes autoritaires, totalitaires, qui, encore une fois, je répète, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent qu'on a tout de suite très peur parce que tout écart, toute pensée un peu libertaire peut avoir des conséquences sur votre vie, sur votre confort de vie, et il faut faire attention à ce qu'on dit. C'était le cas. C'est le cas dès qu'on supprime tout pluralisme. C'est pour ça que je démolis des idoles à gauche, là, parce que ça a été fait à droite.
Donc moi, je me charge de faire celle de gauche. Mais parce que moi, même si le pluralisme est casse-pied, et coûteux, et bavard, et fatigant, et lent, je ne vois pas d'autre solution. Je ne vois pas d'autre alternative qui préserve un minimum nos libertés. Dès qu'il y a une seule voie, dès qu'il y a une seule doctrine qui domine, c'est à la fin des haricots. Et il faut faire attention à ce qu'on dit. Dans mon milieu, la BD française, je suis un des seuls à tenir ce genre de discours. Si vous voulez être bien vu dans la BD française, il faut faire des trucs sur les nazis, dénoncer les nazis. Et je l'ai fait beaucoup, en jeunesse notamment. Mais il n'y a pas beaucoup de bouquins sur le goulag, il n'y a pas beaucoup de bouquins sur Mao, tout ça. Il n'y en a pas beaucoup parce que ici, on est réglé par défaut à l'usine. Quand on vient au monde, si on veut faire partie des gentils, on est plutôt à gauche. Ça va de soi. C'est très bien, c'est ce que j'appelle un esprit post-chrétien. Avant, c'était le christianisme qui faisait de vous quelqu'un de gentil, puisqu'on vous apprend fait avec les autres. Ne fais pas avec les autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Oui, ou alors aime les autres comme tu voudrais qu'on t'aime. Comme toi-même. Mon éducation ressort là. Pour moi, c'est devenu, après 1945, c'est devenu l'idéologie de gauche a pris la relève sur le christianisme humaniste des années 30 français. Et pourquoi est-ce que les deux pays d'Europe les plus communistes, après 1945, sont aussi les deux pays les plus catholiques? Mettant à part l'Espagne, où Franco avait zigouillé tous les trotskistes et communistes dès 1939. Mais en France, c'est la France et l'Italie, les deux pays les plus communistes, avec les partis les communistes les plus puissants, comme par hasard, les pays latins d'Europe. Au nord, j'ai vécu longtemps en Angleterre. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont une sorte de discipline naturelle qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un gendarme derrière chaque citoyen. Nous, on est latins, alors on est bordélique. Il faut une règle forte. Et le communisme offrait pas seulement une règle, mais il offrait aussi une fratrie, une paroisse, une Bible, des copains, des amis, toute une structure, une administration. Et je me suis perdu. Tout ça est fourni. Je me perds. La propagande. La propagande, il n'y a pas que chez les communistes. Hein. Quand on regarde la propagande française ou vietnamienne de la guerre d'Indochine, c'est l'exaltation du héros, c'est l'exaltation du sacrifice aussi. C'est fait de manière un peu moins... C'est fait de manière plus tradie, plus douce, je dirais. Mais elle existe aussi. Les photographes et caméramans qui travaillaient pour l'armée française en Indochine, j'en ai connu beaucoup. Les Schendorfer, les René Adrian, les Lucien, j'oublie les noms maintenant. Ils travaillaient, c'était des militaires. Schendorfer était caporal. Il ne s'agissait pas de faire des reportages comme les reporters américains pendant la guerre du Vietnam ou anglais. Non, il travaillait pour la propagande de l'armée française, sous les ordres de Lattre au début. Donc, propagande, il y en a partout. Là, elle est plus outrancière, je dirais, et celle qu'on voyait au Vietnam, qu'ils se gardaient bien, les communistes vietnamiens, de montrer à l'étranger, c'était une propagande, alors là, oui, vraiment outrancière et souvent très violente, assez cruelle, incitant en gros, c'était chopez-vous un colonisateur et lâchez-le. C'était pas dans la dentelle. Et ça, on ne montrait jamais. Si vous ne me croyez pas, allez sur la toile, traduisez-vous le mot propagande avec Google en vietnamien et vous googlez ça et vous verrez quand même. Celle qu'on ne voyait pas en Europe était beaucoup plus claire. C'est un peu comme les pamphlets pendant la Révolution française, à la lanterne, tout ça. C'est pas toujours que la déclaration des droits de l'homme, mes amis. C'est aussi très violent, incitant, zigouillons-les le plus possible, le plus souvent possible.
Ça, on ne le voyait pas en Occident. Donc, c'est le climat de guerre, c'est le communisme de guerre, voilà, qui est semblable au nazisme de guerre. Nous, on arrive à maintenir une certaine tenue, heureusement, dans notre propagande des démocraties, parce que on a cet idéal de mesure, quoi, de modération. Tant mieux, heureusement d'ailleurs. Mais dans les régimes autoritaires, tout est permis, quoi. Enfin, on se lâche, tout le monde ferme sa gueule. On a trop peur d'être étiqueté opposant. C'est très dangereux d'être opposant. C'est le goulag, ou c'est Buchenwald, ou Dachau. C'est tout de suite, directement. Alors, l'artiste devient un petit peu peau de chagrin dans cet univers, au fur et à mesure qu'on te lit. On a des doutes quant à la place de l'art, parce que ça semble bien incompatible avec la guerre, sauf si c'est portrait ou tract de propagande, parce que pour Mine, faire des dessins, des positions françaises par-dessus un parapet où on a une cible vivante, c'est quand même un challenge un peu difficile. Mais on observe tout de même qu'en pleine guerre, on lit les lettres des civils. Il y a une très belle planche là-dessus. Restez à l'arrière. Je lis la phrase que tu as employée. Relis-moi donc le passage où ma femme parle de notre petite fille. Et plus surprenant encore, le camarade Son, qui est cadre de la section de renseignement, se reconnaît parce qu'il a souvent un livre à la main. Et curieusement, il prête à Mine ce livre. Ce livre, c'est Bonjour Tristesse. Non, c'est la question que j'ai le plus envie de te poser, c'est pour ça que je la pose maintenant, parce qu'après j'ai peur de parler. Ce contrepoint permanent que tu fais entre la guerre et la paix, l'amour, la haine, les fusils et les livres, il est quand même une source d'espoir. Et au fond, je me demande pourquoi tu n'as pas appelé ton texte 40 hommes, 12 fusils et Bonjour Tristesse. Pour ceux qui... Tu regrettes? Non. 40 hommes et 12 fusils, c'est mon éditeur qui a eu cette idée. Mais parce qu'on était à table dans un bistrot et il avait mal entendu. Mon cher éditeur est un ancien gauchiste et en 1975, il a cavalé entre Nation et Bastille en faisant ho ho Chi Minh, comme la plupart de ses contemporains. Donc, ça ne nous empêche pas d'être amis et on s'engueule bien comme il faut parfois, mais il me publie et c'est déjà bien. Et 40 hommes et 12 fusils, il avait entendu 40 hommes, 12 fusils. Il avait compris que c'était une phrase qui exprimait la pénurie. 40 hommes et on n'a que 12 fusils à se faire. J'ai dit non, attends. Voilà encore. Au début, le Viet Minh était pauvre en armes, ça c'est ça indéniable. Mais quand les Chinois sont entrés dans la danse, ils ont reçu des armes en quantité. Parce que les Chinois en avaient plein, qu'ils avaient prises notamment, qu'ils fabriquaient. Les pays de l'Est sont très forts pour fabriquer des armes. Ils sont très très forts. La Kalachnikov est un fusil d'assaut pas cher, extrêmement robuste, et malheureusement on voit comme elle a fait Flores. Il ne fabrique pas que des guirlandes. Donc, comme le font les pays de l'Ouest aussi. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? 40 hommes et 12 fusils. Donc c'était, pour lui, il croyait que c'était l'expression de la pénurie. Je dis non, 40 hommes et 12 fusils, c'est la composition d'une unité de propagande armée. C'est-à-dire 40 saltimbanques, les poètes, les journalistes, les écrivains, les musiciens, les comédiens, bien sûr tout ça masculin et féminin, encadrés ou protégés par une escouade de 12 combattants. C'est ça la composition d'une unité de propagande armée. Et ta question, Bonjour Tristesse. Bah, je te dis, 40 hommes, 12 fusils, Bonjour Tristesse, c'est quand même la classe, quoi. Parce que... c'est toi qui as parlé de Bonjour Tristesse. Parce que ça, c'est une histoire vraie, que j'ai sauvagement, j'espère qu'il m'en veut pas, emprunté à un monsieur qui s'appelle Son, qui s'appelle Doka Son. Il y a quelques années, il était venu en France et lui était issu de la classe aisée du Nord, sans doute instruite, certainement instruite. Il était allé au lycée Chasseloup-Laubat et
je ne sais pas à quel moment il s'est retrouvé dans le Viet Minh. Et à Dien Bien Phu, il est chef de section, il n'y a pas de grade. Hein, mais... Cadre de renseignement. Oui, alors ça, oui, il s'occupait du renseignement dans une unité d'élite, j'oublie laquelle, mais c'était son vrai job, et il participe aux combats très durs pour les Elianes. Les combats les plus durs à Dien Bien Phu ont eu lieu vers la fin pour 2 ou 3 collines, des centres de résistance français et nationalistes vietnamiens, que les Français appelaient les Elianes, et les Viet Minh, c'était Doi A Mot, c'est-à-dire la colline A1. Et ça a vraiment bardé, là. On s'est étripé comme il faut. Et lui, pendant ce siège, qui a duré pas mal de jours, un jour, le camp français, le camp retranché, se rétrécissait comme une peau de chagrin au fur et à mesure que le Viet Minh grignotait en faisant des tranchées offensives autour. C'est-à-dire qu'on creuse, on avance en creusant. Et pas très profond, mais on avance. Et du coup, beaucoup de containers français, vous savez, des tubes dans lesquels on met des armes, des munitions, mais aussi le courrier, des bouquins, des bouteilles, pas oublier. Et ça tombe chez le Viet Minh. Le Viet Minh, au début de Dien Bien Phu, avait trouvé un container qui contenait une dizaine de cartes, toutes belles, toutes propres, montrant tout le dispositif français. Donc ça valait le coup de surveiller un peu ce qui tombait du ciel. Pas que pour les bouteilles de whisky, mais l'usage était qu'il fallait toujours qu'il y ait un cadre lorsqu'on récupérait un container, parce que les gars étaient souvent illettrés, et il fallait un cadre pour trier ce qu'on amenait. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont une valeur militaire là-dedans? Et ça s'est produit avec M. Son. On lui amène un container. Ok, ça, vous distribuez aux gars, le whisky, vous partagez. Mais ça, faites voir c'est quoi ces bouquins. Il regarde les bouquins, il trouve tombe là-dessus sur un bouquin datant de janvier 54, publié chez Julliard, qui est le premier livre d'une jeune femme qui a 19 ans, et qui s'appelle Françoise Sagan, donc, qui était adressé à un jeune officier ou officier, je ne sais plus, du camp retranché français, et qui est tombé chez les Vieilles. Donc ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Le chef de section d'Ocasson se les fourrait dans la poche, et il lisait ça dans ses nombreux moments d'insomnie pendant la bataille. Il a lu Bonjour Tristesse pendant la bataille. Quand j'ai vu ça c'est quand même trop fort. Parce que mon but dans ce bouquin, c'était pas seulement de faire la leçon à ceux qui ont peut-être péché par un peu trop de générosité et d'empathie pour les communistes vietnamiens. Ça partait d'un bon sentiment. Hein. Mais aussi pour dire que à ceux de droite, j'ai oublié cela, que les Viettes n'étaient pas tous des fanatiques. Les Viettes ne sont pas plus cons que les Français, ils ne sont pas tous fanatiques, ils sont capables de distance. Et donc, il y en avait qui lisaient, oui, les lettres de la famille, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. On ne peut pas tous les assimiler, comme on le fait parfois, dans certains récits d'anciens combattants qui y étaient, hein. Moi j'y étais pas. Parfois, certains récits ont tendance à présenter une vision un peu réductrice des Vietnamiens. Il se trouve que beaucoup d'anciens combattants français prisonniers du Viet Minh se sont retrouvés dans des camps de prisonniers avec des conditions affreuses, terribles. C'est là qu'ils ont côtoyé le plus souvent des commissaires politiques. Je pense que les commissaires politiques vietnamiens qu'on envoyait dans les camps, c'était peut-être pas les mecs les plus brillants, ni les plus vaillants, ni les plus valeureux. Les autres étaient peut-être refusaient peut-être ce job, trouver un prétexte pour pas faire ça. Donc, ceux qui ont été au contact de ces gars-là en ont beaucoup bavé, ça c'est certain.
Mais j'en ai connu des Vietnamiens commissaires politiques qui n'étaient pas du tout comme ça, sinon ça n'aurait pas du tout marché aussi bien. S'ils avaient été tous des sortes de fanatiques verdâtres et anti-tartuffes, là, les choses n'auraient pas pris comme ça, comme un feu de forêt. Ce qui a marché, c'est que souvent, ces gars-là, c'était les meilleurs, c'était les plus vaillants, ils avaient du charisme. J'en ai connu un, le général qui a fini général, Tan Do, il s'appelait. Tan Do, c'est un nom de guerre, c'est pas son vrai nom. Tan Do était le commissaire politique, ça fait toujours frémir en France, commissaire politique de la division 312, l'une des divisions qu'on appelait la division de fer, je ne sais plus, ils ont toujours des noms grandiloquents, mais qui sont les leurs. Et Tan Do, je suis allé le voir en 93 à Hanoï, et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me raconter, on dit que vous êtes le premier à être entré dans l'abri du général de Castres le 7 mai 54. Oui, j'ai souvent raconté cette histoire. Le général de Castries, il ne savait pas qu'on disait Castres, faut dire qu'il faut le savoir. Tan Do, avant sa mort, en 1999, a publié une lettre ouverte. Il était membre du comité des 170 du comité central. Il a écrit une lettre publique ouverte. Le temps du parti unique, le parti unique a fait son temps. Il faut que le Vietnam moderne entre dans la modernité en introduisant le pluralisme. Il faut qu'on retrouve la liberté de la presse exclue immédiatement du comité central. Il a eu droit à des funérailles assez discrètes pour un héros comme lui. Et voilà, il y avait aussi des gens comme ça dans le Viet Minh. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Si c'était que des brels, ça n'aurait pas marché. Malheureusement, souvent, c'était bien souvent les plus généreux, les plus idéalistes, les plus courageux. Parce que pour faire ça, il fallait renoncer à son futur immédiat, à ses études, à son milieu. Il y a eu beaucoup de gens de la bourgeoisie, de milieux aisés, qui sont allés dans le maquis par idéalisme. Et de tous les milieux. Il n'y a pas que les gens, je parle de mon milieu, mais mes personnages qui viennent de la classe paysanne, c'est des gars que j'aime bien, parce que j'en ai rencontré plein des comme ça au Vietnam, et je m'entends très bien avec eux. C'est pas difficile, ce sont des gens sympas. Et donc, je tenais aussi à montrer que chez les Viettes, tous n'étaient... Le fanatisme a été, imposé. C'est l'influence chinoise, maoïste, qui a été déterminante pour créer ce climat à partir de 1949. C'était la contrepartie de l'aide massive, clandestine, complètement occultée, mais massive apportée par les maoïstes. C'est pas gratuit ça, les amis. On vous donne plein de matériel, mais vous allez inculquer notre idéologie au Viet Minh. Parce qu'on se soucie de ce qui se passe à notre frontière sud, ce petit peuple batailleur, là, les Vietnamiens qui affrontent les impérialistes français et américains. Ils ne peuvent pas ne pas tenir compte de ce qui se passe à la frontière sud. Mais du coup, ils vont les mettre à leur botte, ils vont se les rallier à fond par l'idéologie. C'est une bonne guerre, ça aussi. Alors, encore deux petites questions. Il arrive ce qui doit arriver. Un para-vietnamien armé d'un FM vise mine, le blesse au fémur, jambe gauche amputée, et on le ramène au village taille de pamplemousse pour qu'il se remette de sa blessure. Alors, on a noté tout le long de ce texte l'admiration des femmes pour la beauté de Minh. J'ai compté le nombre de fois où elles disent qu'est-ce qu'il est beau, ce dommage qu'ils sont mutilés, voilà. C'est toujours en aparté, mais c'est jamais insignifiant. Cette mutilation, c'est peut-être la métaphore de son art, qui est dévoyé lui aussi, mais malgré tout, il reste beau. Parce qu'il semblerait que rien ne puisse altérer la beauté de l'artiste. Ça me fait penser au kalos kagatos dont parlaient les Grecs, beau à l'extérieur, bon à l'intérieur. Alors, le retour au village thaï semble corroborer tout ça. Il y a une belle planche où règne la paix. Et dans ces moments-là, la présence féminine est extrêmement marquée. Alors,
les femmes peintres, les femmes engagées dans la guerre, les femmes qui soignent, les femmes entourées d'enfants au village, la femme que tu représentes tout le temps, est-ce qu'elle n'est pas porteuse de ces lendemains qui chantent? Est-ce que tu lui donnes pas un rôle particulier à la femme dans ce texte? Parce que quelle présence féminine dans un texte de guerre, quand même. Les femmes au Vietnam sont très fortes, très respectées. On dit que le Vietnam fut un matriarcat il y a très longtemps. Et avant l'occupation chinoise, ce sont les Chinois qui ont imposé, paraît-il, la domination masculine. Mais qu'avant, c'était plutôt un matriarcat. J'en sais rien, j'étais pas, c'était en l'an 50 que les Chinois se sont imposés. Et ont dominé pendant 1000 ans. Le Vietnam a été une colonie, un dominion chinois pendant 1000 ans, et après ils ont continué à payer des tributs, tout ça. C'est impossible, c'est un pays immense qui est juste au-dessus du Vietnam, il sera toujours là, donc forcément il domine. Les femmes donc occupent une place fondamentale dans la société vietnamienne. Ce sont les Chinois maoïstes qui ont proposé au Viet Minh que les femmes aillent au front. Avant ça, dans le Viet Minh, elles se limitaient, un peu comme dans la résistance française, à des tâches d'agent de liaison, par exemple, transporter des messages, ou espionne. Tu t'installes à la sortie du poste français avec ton petit stand de soupe pho et tu nous dis ce qui se passe. Ça, elles l'ont fait. Mais les Chinois maoïstes ont dit qu'elles peuvent aussi servir dans les unités combattantes et aller au front. Donc ça, c'était un apport des maoïstes. On peut trouver ça formidable, on peut trouver ça, chouette, le peuple en guerre et tout. Ça se discute, j'en sais rien. Qu'est-ce que je veux dire, les femmes, pourquoi on lui dit qu'il est mignon tout le temps? Ça, c'est un truc... C'était une manière, peut-être bête, c'est comique de répétition, là, comme tu dis, d'indiquer que ce sont des gens très jeunes dans le Viet Minh. Ils ont 18, 20 ans. Au Vietnam, à cette époque-là, avant de te marier, il n'y a pas du tout de mélange, là, tous... attends, c'est pas comme ici, c'est comme maintenant. Donc beaucoup ont vécu une vie très chaste, mais il y a des tas d'échanges, de regards, de flirts, très platoniques, mais c'est permanent. Je pense qu'aucun régime ne parvient à étouffer ça. Et c'était présent aussi, c'est présent quand tu te promènes au Vietnam, il y a beaucoup de choses comme ça. Les gens viennent parfois... N'hésite pas. Un homme peut venir vers toi au Vietnam et te dire je trouve que vous avez une belle tête. Bon, ben c'est tout. Merci, c'est sympa. Mais ici, on hésite peut-être, il va croire que... Non, ça arrive souvent. Parce que, je sais pas, ici, de ce côté-là, je sais pas ça. On voit les gens, les amis, les copains, filles et garçons, marcher bras dessus, bras dessous. Ça ne veut rien dire. Ça ne prête pas à interprétation. C'est différent. C'est comme en Orient, quoi. Comme en Orient, un peu plus proche de nous. Alors, ça sera la dernière question. Donc, le livre a commencé par Minh et Lan, sa fiancée. Il est parti et il se termine, il revient chez Lan. Et les parents de Lan disent non, elle est partie avec les jeunesses communistes, elle n'est pas là parce qu'ils lui en veulent un petit peu d'être partie, ça la fait beaucoup souffrir. Et là, une porte va s'ouvrir au fond de la pièce et Lan va surgir avec une petite fille dans ses bras en disant cette phrase merveilleuse, elle a reconnu la voix de son père. Et donc, un membre du parti va les marier au nom du président Ho. Et plus tard, le piège se referme, rester ici ce ne sera pas possible, ils vont être embrigadés pour autre chose, donc la seule issue, c'est la fuite vers Saigon. Et ils vont prendre place dans des camions, Minh reconnaît quelqu'un qui est un camarade de son unité, Diem,
et qui quitte le Nord aussi, parce que lui aussi se sent différent. Il voudrait ouvrir un studio de décoration intérieure. Alors on se demande si c'est un happy end. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, mais voilà, j'ai trouvé ça assez incroyable, c'est la dernière photo que prend Diem. La dernière... Non, ça c'est toi. Voilà, cette photo. La dernière photo que prend Diem, j'ai trouvé très, très incroyable, et je l'ai trouvée un peu amère. Parce qu'avant, on a l'impression que l'histoire s'inverse. Parce que avant, Mine peignait des portraits vivants, il était le créateur. Et là, il devient l'objet de la photographie. Et j'ai eu l'impression que cet arrêt sur image, c'était pas forcément une fin très optimiste. Ah non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, ils vont dans le sud, ça va être difficile au départ. Il y a eu 1 million à peu près de gens du Nord qui sont arrivés au sud entre 54 et 55. Il y avait 300 jours. On avait 300 jours pour choisir son camp. Il y a eu beaucoup de Vietnamiens du Sud qui avaient combattu dans les rangs du Viet Minh, qui se sont regroupés au Nord. On les appelait les regroupés, Tam Ket en vietnamien. C'était conforme aux accords de Genève. Tous ceux qui avaient combattu dans le Viet Minh au Sud devaient se ranger au Nord. J'ai eu un cousin de mon père qui était dans le maquis du Sud, qui a été regroupé au Nord en 54. Il est resté jusqu'en 64 au Nord, jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre de descendre dans le Sud par la piste Ho Chi Minh, ce qui lui a permis de créer une deuxième famille au Nord. Donc, je suis en contact par Facebook avec il avait déjà une femme légitime au Sud et 2 enfants, oui, et 3 même, et il a rencontré une autre femme au Nord, il avait 2 enfants au Nord. Ce cas a dû se produire assez souvent. Donc ça, c'était pour dire, oui, plein de gens sont descendus dans le Sud. Au début, c'était pas facile pour eux, mais ils ont refait leur vie dans tous les domaines, parce qu'au Sud, il y avait de l'activité, et puis ça bougeait. C'était un pays qui était en train de se construire, ouvert vers l'Occident, attaché à ses traditions aussi, mais quand même ouvert vers l'Occident. Si je pouvais comparer un peu comme parmi les pays du monde arabe, un peu comme le Liban, par exemple, qui est fier de ses traditions, mais qui ne rejette pas sa francophonie. Enfin, c'est un lien avec l'extérieur. Donc on aime bien la culture française, mais on reste vietnamien. On peut très bien concevoir les deux, quoi. Les deux se renforcent. Donc non, je ne suis pas aussi pessimiste. Je pense qu'ils pouvaient très bien refaire leur vie au Sud. C'est ce qu'ont fait beaucoup de gens. Et puis beaucoup de gens ont plié bagages après pour une deuxième fois en 75. Des gens du Nord qui se sont dit, zut, alors on recommence 20 ans après. Eh bien écoute Marcelino, on est très heureux de t'avoir entendu parce que ton discours est toujours plein de générosité et d'authenticité et c'est particulièrement intéressant d'avoir cet éclairage sur ton texte. Donc je vais vous demander de remercier beaucoup Marcelino pour ce qu'il a fait ici. Merci à vous. Comme nous avons été plus longs que d'habitude, il ne va pas y avoir un temps fou pour les questions parce que la salle doit être utilisée dans quelques instants. Marcelino va dédicacer son livre, mais vous pouvez évidemment peut-être lui poser une question encore si vous souhaitez. Maintenant, c'est à vous, c'est l'heure des questions. J'ai fini pour ma part. Eh bien, il n'y a plus de questions. Ah si, il y a une question. Ça ne comptera rien. Je voudrais noter aussi l'importance du religieux. Est-ce que, à travers ces guerres-là, donc il y a eu un impact. C'est bon, on vous entend. C'est juste bon. Pour tenir prêt. Donc, est-ce qu'il y a eu vous avez subi l'impérialisme chinois par le religieux, je crois. Et
Après, est-ce que maintenant le religieux est important? Les religions locales, il y en a beaucoup, je crois, au Vietnam, parce que les ethnies montagneuses ont leur religion, et puis est-ce que le religieux a subi à travers les conflits, le religieux local? Je crois que les Vietnamiens, dans l'ensemble, sont un peu comme les Chinois. Les religions en Chine sont rarement des religions mystiques. C'est t'as mal au genou, eh ben, tu vas faire une offrande troisième dieu à gauche là. Et puis si tu as mal à l'oreille droite, ben, tu vas faire une offrande comme les Romains en gros. C'est une religion très terre à terre. Et le taoïsme, tout ça. Je ne les dénigre pas, mais il n'y a pas vraiment de... C'est moins mystique qu'on le pense. C'est peut-être plutôt les Indiens qui sont comme ça. En Chine, c'est très terre à terre dans l'ensemble. Donc au Vietnam, la religion principale, c'était surtout le culte des ancêtres, qu'il faut entendre comme une sorte de respect dû aux ancêtres. Et donc le lieu du culte dans la maison, c'est un lieu où il y a maintenant des photos de vos ancêtres. Avant, c'était des tablettes. Ça, c'était la religion principale des Vietnamiens. Il y avait bien sûr des bouddhistes et des tas d'autres sectes. J'emploie le mot secte ou communauté, si vous voulez, sans du tout, d'ailleurs, de côté péjoratif, de nos connotations péjoratives. Mais les plus religieux au Vietnam, j'ai envie de dire que ce sont presque les communistes et les catholiques vietnamiens. Eux, ils ont vraiment une foi et une doctrine. Mais les autres Vietnamiens, oui, bon, il y a une sorte de bouddhisme réel, mais moins musclé que ne peuvent l'être les catholiques ou les communistes. Donc, le catholicisme au Vietnam a joué un rôle important. Et les Vietnamiens, il y a des Vietnamiens aujourd'hui qui en veulent énormément aux catholiques vietnamiens, parce qu'ils considèrent que les catholiques vietnamiens étaient des collabos, des colonisateurs. Ça se discute, c'est pas totalement faux. Il y a eu des excès, parfois, de zèle. Ils étaient instruits souvent, parce qu'ils avaient accès aux bonnes écoles françaises, parce que les religieux français savent faire de bonnes écoles. On ne peut pas leur enlever ça. Et les Vietnamiens ont souvent été formés dans des écoles, soit de la République, soit des écoles confessionnelles. Mais les religions au Vietnam ont été souvent mal aimées par le parti, parce que c'est un parti agnostique, qui préfère, et ça je vous invite, c'est pas moi qui l'invente, il suffit d'aller au Vietnam, vous verrez beaucoup d'hôtels ou d'hôtels AUTEL, avec l'effigie de Ho Chi Minh, il y a un culte de la personnalité très fort, ou des statues dorées, tout ça. Ça, c'est un culte qui est entretenu par le parti, et ils sont obligés d'observer une certaine tolérance, parce que comme ils se sont ouverts à l'étranger, pas de vague. C'est le style. On ne peut pas nommer moi je ne sais même pas comment s'appelle le premier secrétaire du Parti communiste vietnamien. Et c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont pris le parti d'être discret. On peut nommer celui le fou de Corée du Nord, on peut nommer Xi Jinping en Chine, mais au Vietnam, vous savez qui c'est? Moi j'ai oublié. Et c'est leur style, ça. Profil bas, pas trop de vagues. Et ça marche très bien. Je pense qu'ils ont, ça c'est une opinion très personnelle, je pense que la cohabitation avec les Français pendant 100 ans leur a permis de développer une finesse qu'ils avaient, mais qu'ils ont encore affûtée au contact d'un peuple qui n'est pas sourd, c'est le moins qu'on puisse dire, les Français. Pourquoi est-ce que ce parti communiste vietnamien est si différent des autres? Je pense qu'ils ont été formés par les Français, notamment le Parti communiste français, notamment. C'est vrai en plus. Mais en tout cas, il y a une finesse qui est propre à cette branche-là. Eh bien, merci. Merci encore, Marcelino. Pour éviter l'attente, si jamais il y en a
qui sont intéressés par une dédicace, je fais ce que je fais souvent, c'est que je prépare des dédicaces tranquillement chez moi. Ce sont des originaux, hein, c'est fait à la main, c'est pas des photocopies, mais au moins j'ai travaillé, et là, du coup, on n'attend pas des heures, parce que c'est long à faire. Donc si jamais vous avez un bouquin, on peut le faire sans perdre de temps, sans que ça dure des heures. Donc merci Marcelino, il va dédicacer son livre. Je vous rappelle juste l'encre Malouine, il va y avoir la prochaine rencontre, ça va être Luc Lang, le 23 novembre, c'est ça? Voilà, et donc vous aurez comme d'habitude sur Internet vos inscriptions. On vous remercie d'avance et bonne soirée et à bientôt. Merci. On dirait un peu les dentifrices. Où se passe la dédicace? Dans le couloir. Dans le couloir.